Chronique Notre-Dame du Vaune, les Vierges noires, leurs caractéristiques. Après avoir, dans nos précédentes chroniques, défini les Vierges noires, déterminé leurs racines et relaté leur histoire, il y a lieu de répertorier leurs caractéristiques. Si les Vierges noires se ressemblent, elles ne sont pas pour autant identiques. Les points communs à toutes ces statues sont nombreux. Ne sont-ils pas, pour les sculpteurs de l'époque, des signes symboliques? Quand peut-on dire qu'une statue ancienne est une Vierge noire, ou plus précisément encore, une Vierge noire romane? Les caractéristiques communes. À travers la littérature et la documentation très fournie concernant les Vierges noires, on peut recenser 5 grandes caractéristiques qui leur sont à toutes communes. 1. Toujours en bois. Les Vierges noires sont toujours réalisées dans le même matériau, le bois. Les essences utilisées sont très variées, et les espèces régionales ont le plus souvent la faveur des artisans, poiriers, tilleuls, sapins et chênes, bien sûr. Le chêne était en effet en honneur auprès des populations du fait de ses qualités reconnues, puissance, robustesse, longévité, etc. Les bois exotiques, cyprès, genévrier, sont plus rarement utilisés pour des raisons de difficulté d'approvisionnement et de coûts élevés. 2. De couleur noire ou foncée. Les statues médiévales de la Vierge avec l'enfant Jésus sont dites noires, alors que, en fait, seuls les visages de Marie et de l'enfant Jésus, ainsi que leurs mains, sont noircis ou peints en noir. On peut penser que cette couleur sombre ou noire résulte d'un acte volontaire du sculpteur pour répondre soit à un symbole fort de l'époque, soit à une demande du commanditaire. En effet, le principe de polychromie est en vigueur dès le Xe siècle. La couleur sombre ou noire des visages et des mains peut provenir à l'origine de la teinte foncée du bois utilisé, bois brut de noyer, de chêne, etc. Mais le noircissement ou la peinture noire des parties visibles des corps des personnages était dicté par les origines imaginaires et légendaires que l'on voulait attribuer à la Vierge noire, sculptée par un saint, Saint Luc, importé de Terre Sainte, rapporté par un croisé ou un roi, Saint Louis, etc. En cela, elles avaient un immense pouvoir d'attraction. 3. De taille identique. Les premières Vierges noires avaient très souvent les mêmes dimensions, ce qui est assez particulier pour une statuaire à une époque donnée. Elles mesurent environ 70 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 30 cm de profondeur à leur base. On constate un rapport constant, 7 à 3, quelle que soit l'unité régionale utilisée, le système métrique n'existant pas alors. Toutefois, on a pu observer quelques statues de petite taille, d'une hauteur approchant 30 cm. Pour le sculpteur, ces dimensions devaient avoir une valeur symbolique. Si aucune règle n'était établie de façon formelle pour le rapport entre hauteur et largeur, c'est l'artisan sculpteur qui donnait aux Vierges noires des proportions harmonieuses, jusqu'à presque atteindre le nombre d'or, ou divine proportion. 4. Des vêtements colorés. Au début,
Les Vierges noires étaient en bois polychrome. Les artisans produisaient des œuvres variées, bien que ressemblantes, cela grâce aux formes et aux couleurs des vêtements, style de tunique, plis, drapés, etc. Le noir, le rouge, le vert, le bleu et le doré ont été les couleurs les plus utilisées pour les vêtements et, bien entendu, le noir pour les visages et les mains. Les couleurs choisies ne devaient rien au hasard ou au seul goût du sculpteur, car chaque couleur, à l'époque, avait aussi une valeur de symbole. Toute couleur, à une période donnée, peut en effet être considérée comme un choix ou un fait de société. Elle subit en effet une évolution dans le temps. Le bleu, par exemple, a été de plus en plus utilisé pour les vêtements de la Vierge Marie, parce que l'on considérait que cette couleur unissait le ciel et la terre sur le plan cosmique et spirituel, apportant ainsi aux hommes une lumière céleste. Plus tardivement, un nouveau style de Vierge noire est apparu, la Vierge en manteau, expression entre guillemets, statuaire qui s'est répandue avec succès assez rapidement. Les manteaux, par leur hauteur et leur ampleur, masquent en totalité la Vierge en majesté, ne laissant apparaître par des ouvertures prévues à cet effet que les têtes noires de Marie et de l'enfant Jésus. Les sanctuaires généralement possèdent pour leur Vierge noire une véritable garde-robe. Les manteaux d'apparat deviennent somptueux grâce aux tissus rares et de couleurs vives dont ils sont confectionnés et aux pierres précieuses dont ils sont garnis. Un changement de manteau s'effectue pour un événement particulier, exemple une procession, ou pour une fête liturgique d'ordre marial. Le manteau donne à la statue une forme conique, étroit à la hauteur du cou et large à la base. Le corps de la Vierge noire étant masqué par le manteau, le travail du bois est simplifié et le coût de fabrication est bien moindre que dans le cas de Vierges noires en bois polychrome, d'où le succès de la formule. 5. Sculpté pour processions et pèlerinages. Vers le Xe siècle, c'est le retour des statues en ronde bosse, autour desquelles on peut tourner, et tridimensionnelles, on peut les voir sous tous les angles. Les Vierges noires étaient donc des statues faites pour les processions sur les lieux des sanctuaires. Au temps du Moyen Âge, elles étaient véritablement un objet de pèlerinage et elles ponctuaient, par leur présence, les chemins empruntés par les pèlerins, comme par exemple celui de Compostelle. Les miracles accomplis par les Vierges noires attiraient les foules médiévales. Pour chaque sanctuaire, des registres, appelés « livres des miracles », étaient scrupuleusement tenus par des clercs afin de préserver la notoriété du lieu de culte. Les processions en l'honneur de la Vierge Marie célébraient les faits marquants de sa vie, Annonciation, Nativité, Épiphanie, etc. Mais c'est la fête de l'Assomption qui générait un nombre impressionnant de processions le 15 août, parfois avec la présence de personnes de rang royal qui se mêlaient aux foules de pèlerins. Par exemple Saint-Louis et Blanche de Castille à Rocamadour ou au Puy-en-Velay. Ces foules étaient composées de groupes hétéroclites, ecclésiastiques de haut rang, moines, seigneurs, accompagnés de leurs dames et de leurs chevaliers, mais aussi gens du peuple de toutes sortes, petits notables, charpentiers, maçons, commerçants en tout genre, paysans, hommes de troupe, mendiants, prostituées et même bandits de grand chemin.
Chaque classe sociale était ainsi représentée. Les pèlerinages, par leur ampleur, avaient ainsi un rayonnement économique régional essentiel pour l'époque, et les Vierges noires y contribuèrent. Ces 5 caractéristiques communes à toutes les Vierges noires doivent être complétées par celles qui personnifient les Vierges noires romanes. Ce sera le thème que nous développerons dans notre prochaine chronique. Les Amies de Saint-Ginier.